Bonjour. Je peux avoir votre attention 2 minutes? Alors, je me présente, Pascal Cormier. Je suis une amie de Denis Martin Chabot. Et nous sommes ici pour lancer son nouveau roman, Métro Berry-UQAM. Alors, je vous présente sans plus tarder Denis Martin Chabot. Salut Pascal. Salut. Alors, nous aussi, c'est une société d'admiration mutuelle. Oui, effectivement. On s'aime beaucoup. Heureusement. Heureusement, hein, parce qu'il y en a tellement qui nous haïssent, on va en profiter de... Non, c'est pas juste ça. C'est pas j'aurais jamais accepté de faire une entrevue autrement. Mais pour toi, tu sais, je ferais n'importe quoi. Ah, J'irai au bout du monde. Mais là, on va pas loin, c'est Métro Berry-UQAM. c'est à côté ici. Par là, oui. C'est ça, juste là. Ouais. Alors, Denis Martin Chabot, il a été journaliste à la radio, à la télé et sur le web de Radio-Canada pendant plus de 32 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ma feuille, d'ailleurs, je suis au courant. Denis Martin s'inspire des événements de l'actualité dont il a souvent été témoin de très près. Ses romans Rue Sainte-Catherine-Est, Métro Baudry et Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais ont remporté le prix d'honneur du roman gay en France en 2017. Quand même. C'est quelque chose? Ouais. Et son roman Escale parisienne, que j'ai adoré, hein, je vous le recommande, il est juste là. Alors, son roman Escale parisienne a été finaliste au prix littéraire international indépendant en Italie en 2019. Alors, inviter Denis Martin Chabot à monter, mais c'est déjà fait. Alors, ce livre-là, parle-nous-en un peu, c'est très différent de tous les autres. Oui. Alors, Métro Berry-UQAM, ce n'est pas un roman comme j'ai déjà écrit, c'est pas de l'autofiction. OK. Ce n'est pas un roman d'amour ou de non-amour contemporain. C'est un roman d'anticipation. Alors, je peux vous dire comment le roman se termine parce que ça commence par la fin. Imaginez-vous que la station de métro Berry-UQAM, en pleine heure de pointe, explose. Hi. Et puis là, il faut savoir qui a fait ça. Okay. Et j'en dis pas plus, parce que ça serait divulgaché. C'est comme le gars qui est abonné à l'extra de tout.tv et qui peut voir l'épisode d'une autre histoire une semaine d'avance. Ben, je peux vous lire le résumé de l'éditeur, peut-être? Oui. Un après-midi gluant typique d'un été torride montréalais. La station de métro Berry-UQAM écrase l'humidité. Centre nerveux du réseau de métro de la Société de transport de Montréal, c'est ici que tout commence et que tout se termine. Une explosion. Qui et pourquoi? Des personnages qui auraient tous les motifs du monde de perpétrer cet attentat se dévoilent dans les pages. Et le dénouement surprend. Ah ben oui, il n'y a pas de spoiler. Alors, ça t'est venu comment l'idée de ce roman? C'est quand même très loin de ce que tu fais d'habitude. Oui, je sais. Et à chaque fois, je me pose la question, comment ça pourrait être, je pourrais être aussi tordu que ça que de faire sauter une station de métro en plein... Bien, au moins, non, c'est dans l'imaginaire quand même, à pleine heure de pointe. C'est vrai, on est diffusé, là, d'un coup, qu'on se fait censurer par Facebook, là, parce qu'on parle... Alors, ouais. Comment ça m'est venu? Bien, il y avait une panne de service. Encore une fois, dans le temps qu'il y avait les vieilles voitures de métro, c'est à ligne verte. Ouais. Et puis, j'étais assis là, puis je me disais, j'étais dans une colère épouvantable parce que j'avais tellement de choses à faire, j'étais tellement en train de perdre du temps. Et là, je me suis dit, il va falloir tout refaire ce réseau-là, ça ne marche pas. Et là, c'est là que j'ai vu, je voyais l'œuvre sur le quai du métro qui va vers la ligne verte. Ah oui. Et je me disais, c'est l'exploser en morceaux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et des fois, je me dis, quelle horreur, Denis, je ne devrais pas faire ces trucs-là. Mais bon, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais ce n'est pas un roman policier où on est en train de gratter des petits indices sur le plancher. Pas du tout, je ne suis pas là-dedans. Mm-hmm. Mais je vous présente des personnages qui ont tous passé par la station de métro à ce moment-là et qui avaient tous peut-être une raison ou du moins une façon de le faire. Et c'est comme ça que ça... Et je ne vous dis pas qui le fait parce que ça ne serait pas le fun. C'est quand même intriguant. D'habitude, tu t'inspires plus de ta vie dans tes romans. Parle-nous un peu de comment tu t'y prends pour écrire. Qu'est-ce qui t'inspire? Je te peux faire une blague, c'est parce qu'il n'y a plus rien de bon à dire sur ma vie. Mais non, sérieusement, habituellement, je ne sais pas, j'ai l'imagination fertile et puis souvent...
je voyage beaucoup en transport en commun. Alors, quand je lis pas, je suis installé, je regarde les gens et je les juge pas, mais ils m'intéressent. Puis je me dis, je vais donner un exemple. À un moment donné, je voyais cet homme assis sur une banquette de bus, puis il était assis avec tout. Il était vraiment, il avait le dos courbé vers l'avant. Puis je me suis bien rendu compte qu'il avait une difformité, pauvre type, que c'était vraiment pas drôle que ça lui arrive. Mais je me dis, mais pourquoi ça lui est arrivé? Tu vois, moi, c'était vraiment ça. Et là, je me suis mis à me dire, bien, c'est parce qu'il porte le poids d'une vie qui n'a peut-être pas été aussi drôle que ça. Et là, je me suis mis à imaginer que peut-être que cette personne-là n'avait vraiment pas une vie facile. Et là, je voyais tous les malheurs qui ont pu lui arriver dans sa vie. Alors, c'est un peu, tu sais, je pars d'une image comme ça, et puis j'imagine un autre monde. Dans le fond, on se sent mieux quand on raconte les malheurs des autres. Ah oui, puis les malheurs des autres sont plus intéressants que les miens, je trouve. Tous ces journalistes qui parlent, j'ai passé toute ma vie à raconter les histoires d'autres personnes et de raconter la mienne, je la trouve pas aussi intéressante que ça. Effectivement. Mais oui, mais de toute façon, d'habitude, c'est plus ton histoire que tu racontes. Dans mes romans, c'est clair que les personnes qui me connaissent vont reconnaître. Parisienne, Oui, cas, L'Escale parisienne, c'est vraiment, vraiment, vraiment un roman autofictif et qui est vraiment, vraiment, vraiment basé sur une expérience que j'ai eue dans ma vie, qui a été de vivre la violence dans une relation de couple. Et quelque chose dont un homme habituellement ne parle pas parce que c'est tabou. C'est parce que, ben, si tu te fais donner un coup de poing sur la gueule et que tu ne te défends pas, ben, tu n'es pas un homme. Alors là, je ne dis pas que ce n'est pas ça que je pense, là, mais c'est ce qu'on nous envoie. Oui, je me suis fait dire ça en masse. Alors, tu sais, quand je suis arrivé au moment où j'avais le visage ensemble, je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, je ne suis pas allé à la police. Mais c'est un peu ce que ce roman-là raconte. Parce que, tu sais, c'est facile de juger, mais pourquoi tu n'es pas parti? Et je me dis, bien, on va arrêter de juger. Je pense que parfois, quand j'écris, c'est un peu ça que je recherche, c'est de... D'abord, je recherche une question que je me pose tout le temps. Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour être heureux dans ma vie? Puis, maudit, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Parce que j'ai beau me dire non, je finis toujours par vouloir avoir quelqu'un dans ma vie, tu vois. Alors, je me dis, il n'y a pas une réponse claire à cette question-là, bien qu'elle semble très facile à répondre. Et c'est la même chose. Pourquoi on ne quitte pas une relation toxique? J'aimerais bien pouvoir l'expliquer. C'est clair, là, je ne suis pas idiot. Je voyais bien que c'était dangereux pour moi, mais il a fallu, à un moment donné, que je perde connaissance après un coup de poing en pleine face. Je me dis, OK, peut-être qu'il est temps que je m'en aille de dedans. Non, Puis, on ne juge pas. Ça, on ne peut pas juger quelqu'un qui est dans une relation comme ça, parce que, tu sais, il y a mille et une raisons qui font que tu ne peux pas t'en aller. Mais il y a quand même beaucoup de moi dans ce roman Métro Berry-UQAM, parce qu'il y a beaucoup de ce que je pense qui est là-dedans. Tu sais, je me suis pas gêné, j'apporte beaucoup le... Tu sais, à un moment donné, je parle d'une femme qui est dans une relation toxique. Et puis, tu sais, je me dis, c'est facile de sortir la femme du patriarcat, mais de sortir le patriarcat de la femme, c'est une autre question. C'est autre chose. Il faut avoir côtoyé des gens qui ont vécu ça pour comprendre. Et c'est un peu ça. Tu sais, je me prends beaucoup de commentaires sur la vie, sur ce que moi je pense. Et ce que je pense, et non pas parce que j'ai une intelligence extrême, mais j'ai vu du monde pendant 60 ans, j'en ai vu des choses. Et j'ai toujours eu comme approche dans la vie, c'est facile de mettre un jugement. Puis je trouve que le jugement, ça ne sert absolument à rien parce que ça apporte absolument rien à comprendre la personne. Moi, je pense qu'il faut accueillir la personne et puis la comprendre. À qui le dis-tu? Là, on s'éloigne, mais c'est ça. Fait que c'est sûr que dans le métro... Je vais te conter une autre anecdote qui n'est pas dans le livre. Je l'ai retirée parce qu'elle ne rentrait pas. Mais une anecdote, j'étais dans le métro un jour et puis il y a une dame qui passe et qui demande de l'argent. Et bon, je n'avais pas d'argent sur moi. C'était avant la pandémie. Dans le temps, on avait de l'argent sur nous, là, mais bon. Et... Bon, j'ai dit désolé, là, c'était trop loin, puis j'étais vraiment mal foutu, je ne pouvais pas l'aider. Et là, la dame à côté de moi qui me dit, vous avez bien fait, monsieur, de ne pas lui donner de l'argent, parce que si on les encourage, ils vont continuer. Et là, j'ai senti une telle colère en moi. J'ai ouvert mon sac, j'ai ramassé mon portefeuille dans le fond, et tout ce que j'avais, c'était un billet de 20 $. Je dis, madame, excusez-moi, vous avez oublié quelque chose, et je lui ai remis le billet. Et là, j'ai regardé la dame qui m'avait dit de rien faire avec un énorme sourire. Et je me dis, c'est donc le fun d'être baveux de temps en temps. C'est pour ça que je t'aime. Est-ce que tu nous lirais un court extrait de ton roman? Je vais regarder l'heure qui... Oui, je vais vous en lire un petit bout. En fait, vous allez voir ce que j'ai fait pour pas que vous sachiez rien. Je vais lire l'intro, le premier chapitre. Interruption de service. La chaleur étouffante douce s'engouffre dans les tunnels du métro de Montréal. Dans les années 60, les concepteurs français, craignant que les usagers gèlent en raison des grands froids canadiens, avaient installé des chaufferettes dans les trains
qui n'ont jamais été utilisés. Il n'avait pas toutefois prévu de système de refroidissement, ni dans les wagons, ni dans les stations. La Société de transport de Montréal, la STM, a depuis improvisé de la ventilation en des points stratégiques tout le long du réseau. Elle soulage à peine les passagers les jours de canicule, alors qu'ils doivent subir l'air ambiant humide et irrespirable. Passe toujours l'heure de pointe du matin quand les gens sont frais lavés, mais au retour à la maison, le soir, l'odeur de transpiration de certains est suffocante. À 17 heures, en pleine heure de pointe, les voyageurs qui s'entassent le long du quai de la station Berry-UQAM font tous les efforts possibles pour ne pas se regarder. Se voir suffit amplement. Évidemment, cela n'inclut pas les couples ou les amis qui font la navette ensemble vers leur domicile. Parmi eux, on retrouve des employés de bureau qui viennent de quitter les gratte-ciels de verre et de béton, des commis de boutiques et de magasins, des ouvriers et des étudiants. Oui, des étudiants, car certains suivent des cours pendant la session d'été. Des passagers fatigués par leur longue journée de travail. Ils n'ont d'autre désir que de rentrer chez eux, s'asseoir sur le balcon ou dans la cour, une bière froide en main. Une annonce retentit. Attention, une panne de train cause un ralentissement de service sur la ligne verte. Attention, ralentissement de service sur la ligne verte. La STM vous remercie de votre compréhension. Un murmure se hisse dans l'air lourd dans lequel se distingue l'exaspération des usagers devant cette énième panne dans la même semaine. Les wagons utilisés sur la ligne verte sont les plus anciens du réseau. Ils datent du prolongement des années 70 pour accommoder l'affluence engendrée par les Jeux olympiques de 1976. Leur ventilation inadéquate les transforme en sauna roulant. La STM a récemment acheté de nouvelles voitures mieux aérées, mais toujours pas climatisées. Et seulement quelques-unes circulent sur la ligne verte. La station Berry-UQAM est le centre névralgique du réseau, reliant 3 lignes par un vaste labyrinthe complexe de corridors souterrains sur 4 niveaux. Le plus profond mène à la ligne jaune qui se rend à Longueuil sur la rive sud. L'étage au-dessus sert à la verte, circulant entre l'est de la ville et l'arrondissement de la Salle dans l'ouest. Puis sur l'autre, plus haut, l'orange passe au-dessus, connectant le nord de la ville et même la ville de Laval. Enfin, un palier supérieur, juste sous la rue, donne accès à la station reliant l'Université du Québec à Montréal, justifiant d'ailleurs l'acronyme UQAM qui a été ajouté à son nom, la Grande Bibliothèque et la Place du Puy. Plus de 12 millions de personnes passent les tourniquets chaque année, ce qui en fait la plus achalandée du système. C'est probablement la station la plus laide aussi. Les petites pastilles grises couvrant ses murs lui donnent une allure de toilette sale et poussiéreuse. Le tout est accentué par l'éclairage au néon qui fait de tout ce qui pénètre et son enceinte perdre son éclat. Il donne un ton verdâtre et maladif aux usagers, au regard déprimé. Dans cet éclairage blafard, personne ne remarque le magnifique vitrail de Pierre Gaboriau suspendu au-dessus des voies de la ligne verte en direction est. Cette œuvre rend hommage aux fondateurs de Montréal, dont Jérôme Leroyer, sieur d'Aversière, Pierre de Chaumédé, sieur de Maisonneuve, et Jeanne Mance. L'histoire s'oublie ainsi dans la négligence du patrimoine. Attention, le service est rétabli sur la ligne verte. La STM vous remercie. Soudain, comme s'il voulait se rappeler à la mémoire des passagers qui l'ignorent depuis trop longtemps, le vitrail vole en éclats. La déflagration est digne d'un coup de tonnerre d'un orage violent d'après-midi, mais apprécié, venant rafraîchir l'air en cette fin de journée de canicule. Et j'arrête là. Fait que ça, c'est le début. Vous connaissez la fin? Oui, la station explose. Mais je veux savoir quoi lire dans les prochains jours. Bon, ben, écoute, le livre est lancé. Oui. Pourrais-tu nous parler un peu de ce magnifique salon du livre? Ça me le tente de faire ça, oui. Boris Vian avait fait ça déjà. Hein? Oui. Il avait lancé ses livres par la tête des critiques littéraires de Paris. Ah! Mais il y a certains critiques, moi, je leur garocherais un soulier. Il paraît que ça veut dire autre chose, ça. Oui, en Iran, par contre. Bien, écoute, le Salon du livre, pour ceux qui n'étaient pas à l'ouverture tout à l'heure, je vais vous rappeler un peu pourquoi on le fait. Vous savez, notre littérature, elle est importante. Elle fait partie de notre patrimoine, notre histoire. C'est nos vies, ce sont nos émotions. Et parfois, tout ça, ça se perd dans l'immensité. C'est bien d'être dans les grands salons du livre, c'est bien,
mais on est tout petit, puis les gens ont de la difficulté à nous trouver. Alors, ça fait longtemps qu'on voulait faire un salon du livre, mais est arrivée la fin du monde avec la COVID, puis on a mis ça de côté. Et cette année, lorsqu'on a fait le festival, tu te rappelles, le festival de fierté littéraire pendant l'été, qui a été un énorme succès, là, les gens nous disaient, faites donc votre salon du livre cette année. Alors, on est allé chercher des sous. C'était une grosse folie monumentale parce qu'on a reçu ça, on a reçu notre financement à la fin du mois d'octobre. Donc, on a eu 5 semaines pour monter ça. Je vous félicite tout le monde, vous êtes vraiment génial, tout a fonctionné jusqu'à maintenant. Mais c'était aussi, on voulait le faire parce que ça fait presque 2 ans que nous ne voyons plus nos lecteurs, nos lectrices, nos lectrices. Ça fait presque 2 ans que nous ne sortons pas de chez nous. Et pour beaucoup d'auteurs, d'autrices, d'auteuristes, c'est pas tout le monde qui fait des 300 000 400 000 par année parce qu'ils vendent 100 000 livres par année. C'est la plupart d'entre nous. Moi, je vous disais que mes revenus littéraires, je ne pourrais même pas me payer une passe d'autobus avec ça chaque mois. Là. C'est à peu près ça. Là. Et bon, j'ai d'autres revenus. Alors, imaginez que la plupart des auteurs, autrices, autoristes vivent souvent dans la précarité. Et on s'est dit que ça serait bien de faire des événements, de demander du financement, de donner des cachets à des auteurs, d'inviter des auteurs, des autrices et des autoristes à participer aux événements, leur remettre des honoraires, des cachets, à ceux qui vendent des livres, leur permettre de vendre des livres et un petit peu leur rentabiliser leur labeur, parce que c'est long écrire un livre, tu le sais. Hein? C'est très long, c'est énormément de travail. C'est des heures et des heures de travail, des heures et des heures de révision. Si vous faites ça pour l'argent, cantonnez-vous au livre de croissance personnelle ou au livre de recettes. Ça, c'est plus payant. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire un livre de recettes véganes. Oui. Oui, vegan, oui, parce que le V dans le LGBTQ, il y a un V maintenant, je pense. J'ai acheté tous les livres de Jean-Philippe Serme. Ils sont bons, hein? Ils sont super bons. Ouais, oui. Ils sont faciles à faire, ces recettes. Mais sérieusement, on avait donc le goût de donner un petit revenu. C'est clair que ce n'est pas les 150, 200 $ ou 200 $, 250 $ qu'on donne à nos auteurs, nos autrices, nos autoristes qui vont les faire vivre, mais au moins, c'est de reconnaître que leur travail est important, que leur talent est important, qu'on apprécie le travail, le talent qu'ils, elles et qui elles font. Et puis, je pense que c'était tout ça. On avait vraiment le goût de le faire. Puis c'est sûr que je m'attendais à recevoir le financement plus tôt parce que j'avoue que ça a été plusieurs nuits blanches, dont la dernière. Mais ça vaut la peine. Avez-vous vu comment il y avait du monde aujourd'hui, ici, ce soir? Hein? Aujourd'hui, il y avait plein de monde. C'est le fun, ça fonctionne, les gens participent. Ça, je trouve ça génial. Si je peux me permettre un petit témoignage personnel, ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble maintenant. C'est toujours arrangé pour que j'ai un cachet. Au début, c'était des cachets modestes, mais c'était tellement important pour moi. Parce que, tu sais, tu fréquentes des soirées de poésie, tu t'écris, mais tu te sens ticu, tu as l'impression que tu n'es rien, que tu n'es personne pour personne, tu sais. Et puis, juste d'avoir cette reconnaissance, c'est tellement précieux. Tu sais, du coup, j'ai l'impression que ce que je fais est plus important qu'il y a 5 ans. J'ai l'impression que j'écris pas pour rien. Ça, des événements comme ça aide énormément à ça. Puis c'est le fun. Je l'ai dit, on est ici pour se célébrer. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. On se célèbre parce que, maudit, on le mérite, on travaille fort. Fait que moi, je vous donne une main d'applaudissement. Puis c'est clair que ce que je vois ici ce soir, puis je vais te dire ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent de la maison présentement, qui vont nous regarder en différé aussi. Puis je vais vous dire que c'est clair qu'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à sortir à cause de la COVID ou pour toutes sortes d'autres raisons. Bien, c'est le fun que on est capable maintenant d'offrir à ces personnes la chance de participer avec nous à des événements comme ça. Puis ça, je suis content qu'on le fasse. Puis je suis content aussi, puis je le souligne, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. On a trouvé du financement parce que nous, on dit l'inclusion, ça va au-delà ça va surtout, en fait. C'est surtout l'inclusion. Et depuis cette année, on a réussi à trouver du financement pour qu'on puisse avoir de l'interprétation visuelle à nos événements. Et pour moi, ça, c'est important parce que les personnes qui n'entendent pas bien ou qui sont malentendantes, lisent aussi. Fait que ce serait le fun qu'elles puissent avoir accès à nos événements pour découvrir nos livres aussi et puis les intéresser à ce qu'on fait. Alors, je trouve ça le fun. Puis en fait, puis je vais le dire parce que ça va le faire rougir, puis je sais qu'il est devant la caméra. Michael, tu étais un artiste. Moi, je te vois, je t'ai regardé, tu es drôle. C'est vraiment parce que des fois, j'enlève le son, puis j'écoute pas, je regarde, puis je comprends tout le jeu. C'est vraiment un acteur, hein, ce mec. Hein. Bravo.
Fait que c'est ça. Mais, ma foi, On est-ce a qu'on passé a le déjà fait, on n'a pas déjà fait le tour, quand Ben même? oui. Bon. Ben, on peut prendre des questions du public. Ben, tant Avez-vous qu'à des faire. questions à poser à Denis Martin? Au sujet de son roman ou au sujet du Salon du livre? Puis je suis pas libre à soir. Il y a un chum. C'est bien plat. Il est aux hommes, alors, qu'est-ce que tu veux? J'en ai fait mon deuil. Ben gros merci. Merci à toi. Merci Merci beaucoup. à vous. Et puis, restez là. Dans quelques minutes, on vous présente un événement de transpoésie.